Ça commence comme Les Dents de la Mer, ça continue comme Alien dans l'aventure du Poséidon, et ça finit comme Lost. Et oui, c'est un vrai film, et ça s'appelle Un cri dans l'océan. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, ça a été un énorme bide, et il a même failli tourner au pur désastre. Et on va voir ensemble pourquoi il méritait mieux, parce que c'est quand même un petit miracle dans le genre. Salut tout le monde, moi c'est Geoffrey et comme tous les gens de bon goût, j'aime les films de monstres et j'ai un petit faible pour les monstres aquatiques. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. On peut sûrement les compter sur les doigts d'une main à Hollywood. Mal, mutant aquatique en liberté où une créature monstrueuse attaque l'équipage d'une installation nucléaire sous-marine. La même année, Léviathan, où une créature monstrueuse attaque l'équipage d'une installation de géologie sous-marine. Ou plus récemment Underwater, où des créatures monstrueuses attaquent l'équipage d'une station sous-marine de forage. Oui, je sais, ce genre est très inventif. Je pourrais aussi élargir et citer Sphère, où un groupe de scientifiques va explorer un vaisseau spatial au fond de l'océan et affronte des phénomènes aliens. Ou encore Virus, où un groupe de matelots va explorer un bateau russe désert et affronte un machin électrique venu de l'espace. Mais en fait, je m'en fous un peu de tout ça parce que moi j'ai juste envie de parler d'un cri dans l'océan qui doit être bien haut dans la liste des films que j'ai le plus regardé dans ma vie. Cela dit, je sais que j'ai quelques problèmes à régler avec moi-même et mes goûts dans la vie, donc je me suis interrogé, pourquoi je bloque autant sur Un cri dans l'océan ? Peut-être parce que tout simplement, il n'est pas comme les autres, il a un truc en plus qu'on pourrait appeler de l'humour, mais j'ai envie de dire que c'est de l'intelligence, ce qui est d'autant plus intéressant puisque le film a l'air vraiment d'être très con au premier abord, et qu'il a failli tourner au désastre, mais qu'il s'en est finalement sorti en étant quand même une autre forme de désastre au bout du compte. Et je parie qu'une fois que vous saurez tout ça, vous aurez encore plus envie d'aimer ce film, en tout cas si vous êtes quelqu'un de bien. Salut à tous, je coupe cette vidéo quelques instants pour vous parler du roman Holy Boy, un thriller écrit par l'écrivaine sud-coréenne Lee Hee-ju et best-seller dans son pays. Et il débarque en France grâce à la traduction de Cecilia Castelli et Bi Ali et grâce aux éditions Verso, spécialisées dans la littérature de genre et notre partenaire pour cette vidéo. Si vous êtes fan de Stephen King, Holy Boy pourrait bien vous plaire, et pas seulement parce que son postulat rappelle Misery. On y suit Yosef, une star de la K-pop, dont la jeunesse et la célébrité ont tendance à créer les pires comportements du côté de ses fans. Enfin ça, c'est jusqu'au moment où il se fait enlever et séquestrer dans un chalet reculé par un groupe de femmes bien décidées à garder leur idole pour elles seules. Sauf que ça n'est finalement que le point de départ de Holy Boy, qui adopte le point de vue de tous les personnages qui gravitent autour de cette histoire sordide, qui va, comme vous pouvez le deviner, vite tourner à la paranoïa et au chaos. J'aime beaucoup ce que Lee Hee-ju fait des sasaeng, ces fans de K-pop obsédés par leur chanteur préféré. Aujourd'hui, on est habitué au phénomène, mais plutôt que de limiter cet attachement extrême à une caricature, l'autrice en tire une réflexion plus globale sur un star system coréen qui se nourrit du désespoir de son public, quelle que soit son origine sociale, ou son passé plus ou moins traumatique. Holy Boy ne traite pas que d'un sujet très contemporain. Il l'ancre dans un état d'esprit typiquement coréen, puisque le pays a carrément inventé un terme qui n'appartient qu'à lui, le Han, un mal-être transgénérationnel lié à l'invasion japonaise, à la guerre de Corée, à la dictature et aux non-dits qui ont suivi cette histoire tragique du XXe siècle. L'auteur Soo Nam-dong le définit comme un sentiment de ressentiment irrésolu envers des injustices, un sentiment d'impuissance face aux probabilités écrasantes contre soi, une vive souffrance qui se ressent dans les tripes et qui demande urgemment de corriger le passé ou de se venger. Et Holy Boy encapsule à merveille le Han, alors que ses personnages espèrent y échapper au travers de leur idole. Pour un livre qui parle autant de la notion de beauté, Lee Hee-ju s'attarde sur la laideur psychique de ses protagonistes, qui finit par déborder sur leur apparence et leur physique. Cette déliquescence est très bien rendue, en plus d'être très prenante à suivre. Holy Boy est disponible dans toutes les bonnes librairies grâce aux éditions Verso depuis ce 13 mars. Un cri dans l'océan, c'est quand même un sacré cocktail. On a une bande de gentils matelots un peu bêtes, un groupe de méchants mercenaires dotés d'une bombe, une voleuse de diamants, un paquebot de luxe qui déborde de gens riches, et un énorme monstre remonté des abysses pour foutre le bordel et bouffer tout le monde sans raison. Mais le vrai cocktail explosif, c'était en coulisses du côté des gens qui ont produit le film. D'un côté, on a Synergy Pictures, la boîte du célèbre producteur Andrew Vaina, un ex du mythique studio Carolco derrière Rambo, Terminator 2 ou encore Total Recall, et de l'autre, on a Disney. Car oui, Un cri dans l'océan a été distribué par Buena Vista Pictures et produit par Hollywood Pictures, des propriétés de Disney.
Disney. On est donc sur la rencontre entre le film Disney et le film à grosse burne pour Stallone ou Schwarzy. Et c'est en fait une très bonne description d'un cri dans l'océan. Disney a clairement joué un rôle crucial là-dedans puisqu'il connaissait bien le réalisateur, le fameux Stephen Sommers. Et oui, en anglais, Stephen se prononce Steven, c'est ainsi, c'est pas moi qui fais les règles. Stephen Sommers a commencé sa carrière en 1989, l'année de Léviathan et Mutants aquatiques en liberté, petit signe du destin, avec la comédie d'action Catch Me If You Can, qui porte le même nom que le Spielberg, mais avec un pitch qui ressemble plutôt au premier Fast and Furious. Et ensuite, il a réalisé 2 Disney, Les Aventures de Huckleberry Finn, puis Le Livre de la Jungle, 2 jolis petits succès à l'époque. Il faisait donc partie de la famille de Mickey. Et quand il a commencé à écrire dans son coin un film d'horreur, ça a atterri chez Disney. Pourtant, il n'y avait rien de Disney dans ce projet alors intitulé Tentacule, et qui était parti d'une seule envie, mettre en scène un gros monstre aquatique dégueulasse. Stephen Sommers a été inspiré par la lecture d'un article sur des méduses dans National Geographic où il y avait des photos de victimes de ces charmantes bestioles. Et en voyant les dégâts que les méduses pouvaient causer sur un humain, il s'est immédiatement dit que ça ferait un super film. Alors si vous avez vu Un cri dans l'océan, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre les méduses et ce monstre des abysses, mais ne réfléchissez pas trop. Sommers a juste élargi son champ d'action en allant regarder du côté des créatures les plus folles des océans pour assembler la pire des saloperies. Par exemple, le charmant vampire des abysses, un petit céphalopode qui a souvent été pris pour une pieuvre à cause notamment de ses filaments. Il mesure dans les 30 cm à l'âge adulte, n'est absolument pas dangereux pour les humains, mais Stephen Sommers en a imaginé une version gigantesque en la mixant avec l'une des méduses les plus venimeuses sur Terre. Et il s'est dit, quelle taille ferait cette aberration de la nature si elle vivait à 12 000 mètres de profondeur? Et comme il trouvait que les animaux vivant dans les abysses étaient tous plus étranges et hallucinants les uns que les autres, il s'est dit, peu importe la tronche qu'aura le monstre de mon film, ce sera potentiellement crédible. C'est sûrement pour ça que l'un des personnages du film dit que c'est une créature de la famille des Otoya, un type de ver marin qui n'existe plus pour faire genre on a révisé nos cours de SVT. Mais comme le dit si bien l'un des personnages les plus poètes du film, Who gives a shit what they are? Just tell us how to kill these motherfuckers. Cela dit, on peut saluer le design de la bestiole. Elle a pas une gueule de porte-bonheur et c'est vraiment absolument cauchemardesque, en tout cas quand on voit les tentacules qui représentent à eux seuls un parfait monstre. La tronche du monstre dans le grand final, c'est pas forcément aussi réussi, mais on en reparle après. Stephen Sommers était tellement obsédé par cette idée de monstre que ça a peut-être eu un impact sur le casting. Il expliquait à Cinéma Fantastique à l'époque qu'on lui avait demandé s'il ne voulait pas Bruce Willis et ça ne l'intéressait pas. Alors, je sais pas si c'est une manière de parler ou si quelqu'un a vraiment pensé que Bruce Willis pouvait sérieusement avoir envie de faire un cri dans l'océan entre Une journée en enfer, L'armée des 12 singes et Armageddon, mais dans tout le cas, le réalisateur s'en foutait d'avoir un acteur super connu, sachant qu'une vieille rumeur raconte que le rôle a également été proposé à Harrison Ford. Il pensait que la vraie star, c'était le monstre. C'est peut-être pour ça qu'il s'est séparé de l'actrice principale du film au bout de quelques jours de tournage. Au départ, c'est Claire Forlani, vue dans Rock et Rencontre avec Joe Black, qui jouait le rôle de Trillian, la voleuse. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, si elle a été virée, si elle a claqué la porte ou un peu des deux. Stephen Sommers a simplement raconté par la suite que ça ne marchait pas, et rien de plus. C'est Famke Janssen qui a été choisie pour la remplacer. C'était après GoldenEye où elle avait affronté James Bond et avant The Faculty et X-Men. Et elle était la première à rigoler en disant que le rôle était mince. Cette femme n'a pas de nom de famille et était décrite dans le scénario comme une femme féminine et sexy, mais une femme forte quand même, c'est-à-dire en gros le cliché ultime. En fait, globalement, toute l'équipe a accepté le contrat. Un cri dans l'océan, c'était pas à prendre trop au sérieux. Stephen Sommers raconte par exemple que pendant le tournage d'une scène où il devait imaginer le gros monstre, l'acteur principal, Treat Williams, lui a dit en rigolant « Merde, le syndicat des acteurs va venir et me reprendre ma carte d'adhésion ». Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble une carte d'adhésion à un club si privilégié, regardez donc comme c'est beau. Pour acquérir une telle beauté, rien de plus simple, abonnez-vous à Écran Large. Pour quelques euros par mois, vous avez accès à des articles exclusifs chaque semaine, des podcasts hors série et surtout, vous soutenez un média libre et indépendant à une époque où ils sont clairement en voie de disparition. Donc soyons clairs, si vous voulez qu'on continue à être là et à résister aux tentacules dégueulasses de Google, Meta et compagnie, il est temps de nous soutenir et les détails c'est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pendant que ça ricanait du côté des acteurs, ça tremblait dans les coulisses parce que ce film n'a pas du tout été une mince affaire. Un cri dans l'océan a peut-être une sale tronche aujourd'hui à cause de certains effets pas très jolis, mais il faut avoir un truc en tête, quand il a été fait au milieu des années 90, c'était un très gros projet avec de très grosses ambitions, et donc tous les très gros problèmes qui vont avec. Parlons peu, parlons bien, le budget d'un cri dans l'océan était de 45 millions de dollars. Si vous avez du mal à vous rendre compte de ce que ça signifie, voilà une comparaison un peu hallucinante. 4 ans plus tôt, le premier Jurassic Park avait coûté à peine 56 millions de dollars, c'est Spielberg lui-même qui l'affirmait à Variety à l'époque. Il n'y a donc que 11 millions de dollars de différence entre ces deux films. Stephen Sommers a décrit Un cri dans l'océan comme, et je cite,
Une leçon de 45 millions de dollars sur comment faire un film avec des effets spéciaux. Et il avait bien réfléchi à la question de l'impact des effets. Pour lui, dans les années 40 et 50, les effets étaient en avance sur l'imagination des gens, donc le public était juste halluciné. Puis, avec les années, il pense qu'il y a eu une bascule. Le public a pris de l'avance, est devenu plus malin, donc il a fallu commencer à le prendre en compte et à cacher les effets pour faire diversion. Pour lui, le premier film Alien en était une parfaite démonstration. Puis il y a eu une autre bascule qui a changé la donne et détruit cette idée de « moins on en montre, mieux c'est ». Pour Steven Sommers, c'est arrivé avec Jurassic Park. Là, les effets ont repris leur avance, le public en voulait toujours plus, et c'est en ayant ça en tête qu'il a conçu Un cri dans l'océan. Le public veut voir des monstres, ok, on va leur en donner pour leur argent. C'était l'ambition affichée du film et c'est ça qui a failli le foutre en l'air. Si Un cri dans l'océan a l'air d'avoir le cul entre deux chaises, c'est parce que c'était le cas comme plein de films de cette époque. D'un côté, on a des effets mécaniques sur le plateau qu'on appelle les effets spéciaux. De l'autre, on a les images de synthèse, les éléments ajoutés en post-production qu'on appelle les effets visuels. Et ça amène deux problèmes. Déjà, ces deux outils avancent à des rythmes très différents. Les effets spéciaux sont là sur le tournage, par exemple dans Un cri dans l'océan, les acteurs jouent parfois avec les tentacules, le réalisateur filme les explosions, ce genre de choses. Alors que les effets visuels, ça arrive plus tard, c'est un travail de fourmi après le tournage, en post-production. On a donc deux tempos très différents et c'est parfois un cauchemar à gérer. Steven Sommers le disait très clairement à l'époque dans la promo, avant même la sortie. Et deuxième problème, au milieu des années 90, les effets visuels, c'était encore très récent. Pour avoir un peu de contexte, John Burton, qui a travaillé sur Un cri dans l'océan, raconte dans un making-of qu'à l'époque, il ne savait pas vraiment créer et animer les océans, les vagues et tout ça. Il pouvait faire des effets d'éclaboussure par exemple, dans certaines conditions, mais en gros, faut vraiment se dire qu'à l'époque, beaucoup de choses étaient encore limitées et ils expérimentaient, mélangeaient plusieurs techniques, donc il y avait une part d'inconnu là-dedans. Et c'est à cause de ça que le film a failli tourner au pur cauchemar. En fait, la post-production est devenue tellement monstrueuse, voire ingérable, qu'ils ont changé leur plan en cours de route. Par exemple, la grosse scène d'intro du film qui devait bien montrer la créature, comme le voulait le réalisateur, a été abandonnée. Un cri dans l'océan aurait dû s'ouvrir sur une attaque sous-marine comme la tradition le veut, notamment depuis les Dents de la Mer. Et la comparaison est d'ailleurs évidente, puisque le film s'ouvre avec quelques images sous-marines, en vue subjective, avec des bruits de grosses bêtes. Donc c'est certainement les restes de la séquence prévue initialement. Et tant que j'y suis, autre hommage aux Dents de la Mer avec cette mort, évidemment. La scène d'intro non terminée est longtemps restée dans le montage avant que tout le monde n'accepte la réalité. C'était impossible d'aboutir à des effets visuels satisfaisants à cause des problématiques purement techniques, mais aussi surtout à cause des délais trop serrés. Donc comme le résultat n'était pas du tout satisfaisant parce que en gros c'était trop moche, ils ont laissé tomber. Et franchement c'est pas un détail, quand on décide de dégager la grosse scène d'intro d'un tel film, c'est qu'on a des soucis, clairement. Il y avait déjà 3 boîtes d'effets visuels qui travaillaient sur Un cri dans l'océan, notamment DreamQuest qui avait bossé sur Abyss pour rester dans les films aquatiques, et Blur Studio, devenu depuis super célèbre avec les films Sonic par exemple. Mais les soucis étaient tellement sérieux qu'il a fallu en engager une 4e et pas n'importe laquelle. ILM, l'incontournable entreprise créée par George Lucas en 1975 pour Star Wars. ILM est donc arrivé vers la fin quand les équipes d'Un cri dans l'océan avaient besoin de vraiment boucler ce bordel, et que ça commençait à devenir infernal. ILM a dû faire avec ce qui était déjà bouclé ou en cours au lieu de vraiment superviser les effets dès le début comme il se doit. Donc leur travail n'a pas été simple et c'était parfois du bricolage sur des scènes pourtant très importantes. Ils ont notamment dû gérer la poursuite finale avec le jet ski et le monstre derrière, et des plans importants par-ci par-là, et la toute fin sur l'île, parce que pour info, voilà le plan d'origine, ça a été tourné en Californie avec des maisons de riches en haut. Soyons clairs, ILM a été appelé en urgence pour leur sauver les miches parce que c'était la merde, ils le disent clairement dans le making-of. Donc ça devenait urgent de revoir certaines choses à la baisse pour éviter la catastrophe. D'ailleurs, dans le commentaire audio du film, le monteur Bob Duxey ne cache pas qu'il a raccourci pas mal de plans pour limiter autant que possible le temps d'exposition des effets visuels pour que le public n'ait pas trop le temps d'en voir les limites. Parlons aussi des effets spéciaux parce qu'il y a un beau boulot qui a été fait et c'est en partie grâce à un demi-dieu dans ce domaine, Rob Bottin, un maître des maquillages, prothèses et compagnie. Si son nom ne vous dit rien, ses créations ont sûrement hanté vos plus beaux cauchemars puisqu'il a travaillé sur Hurlement, Total Recall ou encore The Thing de John Carpenter, bien évidemment. Après, Rob Bottin a plutôt donné un petit coup de main sur ce film. Il est passé sur le tournage, a envoyé des caisses de tentacules comme il le raconte, mais son studio était impliqué donc son nom est naturellement associé à Un cri dans l'océan. Et au-delà de lui, les effets spéciaux étaient tellement réussis que le studio a décidé de quasiment couper une scène parce qu'elle était beaucoup trop gore. Je parle de la mort du capitaine qui se fait avaler presque tout cru, ça c'est ce qu'on voit dans le film. Mais à l'origine, sa mort était beaucoup plus longue et horrible. Il devait être écrasé par un tentacule, traîné dans le trou. Son corps devait être complètement tordu, sa jambe devait se plier dans l'autre sens, sa tête devait être compressée, un morceau de cerveau devait en sortir. Bref, c'était un carnage avec beaucoup de sang.
sang. D'un point de vue technique, c'était un gros travail. Ils avaient construit une réplique de la tête de l'acteur avec des mécanismes pour en faire bouger différentes parties comme la mâchoire et la langue, et il y avait une animatronique de tentacules. Ils ont bel et bien tourné la scène. Brad Proctor, qui a travaillé dessus, explique dans un making-of que sur le plateau, tout le monde a applaudi tellement ça marchait bien. Mais ça marchait un peu trop bien. Une fois que le producteur a vu le résultat, ils lui ont dit oui bravo, c'est super cool, mais non, on ne peut pas mettre ça dans le film. Donc ils ont changé la scène, d'où la mort beaucoup plus rapide du capitaine. Heureusement que le studio n'a pas coupé les autres scènes dégueulasses du film qui sont évidemment parmi mes préférées. Il y a notamment le pauvre Jimon Hounsou qui se prend une hache dans la tronche, il y a la découverte du garde-manger de la créature qui a demandé 13 jours de travail avec des litres de liquide sanglant partout, et ils ont apparemment caché un petit cadavre de Mickey dans le décor, et bien sûr, il y a la fameuse scène où le pauvre Billy réapparaît à moitié digéré. C'est une image magnifiquement traumatisante, et là on a vraiment la magie qu'on aime au cinéma. C'est le mariage entre les effets spéciaux et les effets visuels. J'ai envie de m'attarder sur cette scène parce qu'elle est vraiment impressionnante, d'un point de vue technique déjà, mais aussi par sa place dans l'histoire. Comme plein de films, Un cri dans l'océan préfère souvent suggérer l'horreur des morts. Et ça marche parfois très bien, comme la toute première victime du monstre sur le bateau, qui se fait happer dans les toilettes. Alors ça, perso, ça m'a légèrement traumatisé, parce qu'on peut imaginer absolument le pire sur la manière dont cette pauvre femme a été chopée et aspirée dans les chiottes. Mais là, on a autre chose. On regarde la mort dans les yeux, et on nous offre la réponse à une question que personne n'avait réellement envie de se poser. Qu'est-ce qui se passe vraiment une fois que la créature attrape quelqu'un? On a vu le résultat avec tous les squelettes dans le couloir, mais là, on a la preuve qu'il y a pire que d'être bouffé par ce monstre, être digéré vivant. Et on a vraiment suffisamment de temps pour admirer ce que ça fait d'être non pas mangé, mais bu, puisqu'on apprend peu de temps après que ce monstre boit ses victimes en absorbant tous ses fluides, un peu comme si on était un Mr Freeze et qu'il restait que l'emballage après. Et on est à même pas 1 heure de film, donc ça place vraiment très bien les enjeux. Enfin, dernier élément qui a été un vrai nid à emmerde pendant le tournage, c'est l'eau. C'est certainement dans le top 5 des trucs les plus chiants à gérer sur un tournage avec les animaux, les enfants et Joaquin Phoenix, mais là évidemment, il n'y avait pas le choix. Steven Sommers a raconté qu'il bataillait toujours avec les questions de l'eau, certains décors étant plus ou moins immergés, ce qui complique absolument tout. Le tournage a eu lieu à Vancouver au Canada parce que c'était beaucoup moins cher et un énorme réservoir d'eau a été construit pour pouvoir servir de décor. Dans le commentaire audio, le réalisateur précise comme si de rien n'était que ce réservoir a éclaté et inondé le quartier autour, un petit problème qui a coûté dans les 600 000 $ selon lui. Et je ne sais pas où caser cette info donc je la lâche ici. Le réalisateur de seconde équipe, c'est-à-dire la personne chargée de filmer les scènes de cascade ou les plans sans les acteurs principaux, c'était Dean Cundey, c'est-à-dire le directeur de la photographie qui a bossé sur un paquet de films cultes. Halloween, Fog, New York 1997 ou encore The Thing de John Carpenter, Qui veut la peau de Roger Rabbit et la trilogie Retour vers le futur de Robert Zemeckis, ou encore Hook et Jurassic Park de Steven Spielberg. Et c'est assez étonnant parce que Dean Cundey a été réalisateur de seconde équipe 2 fois dans sa carrière. La première c'était Un cri dans l'océan et la deuxième c'était Garfield 2 en 2006. Je ne savais pas quoi faire de cette info, donc j'avais besoin de la partager. On aurait pu croire qu'avec tout ça, Steven Sommers était sur les nerfs et perdait le contrôle de son film, mais pas plus que ça apparemment. Les gens parlent d'un mec qui était plutôt plein d'énergie, tout à fait sympa et à l'aise. Il a notamment pris le temps de développer un personnage en captant le talent de l'acteur Kevin J. O'Connor qui incarne Joey, le pote du héros. Il lui a permis d'improviser et rajouter pas mal de choses, transformant ainsi son personnage nettement plus simple dans le scénario d'origine. Et l'impact a été tellement énorme que ça a fini par changer la fin du film. Parce qu'à l'origine, Joey devait mourir comme le suggère clairement cette scène. Mais après les projections test, ces séances un peu spéciales où on montre le film à un public test pour recueillir leurs avis et éventuellement changer des choses, le studio a décidé de modifier ça en retournant la dernière scène. C'est pour ça que Joey réapparaît n'importe comment à la toute fin, sorti de nulle part sur la plage. Hey guys! Alors, on pourrait croire qu'ils ont vraiment rajouté ça n'importe comment, mais veuillez saluer le sens du détail s'il vous plaît. Van Ling, qui a travaillé sur les effets visuels, raconte dans un making-of qu'ils ont vraiment réfléchi à comment rendre crédible le retour de Joey. Mais comment justifier ça? Le mec s'est pris une balle dans la jambe, donc comment peut-il nager jusqu'à la plage s'il survit au monstre et à l'explosion, alors que les héros avaient un jet ski? Réponse, la planche de surf qu'on aperçoit dans le film. Et comme personne ne peut remarquer ce détail, ou en tout cas s'en souvenir, ils ont demandé à l'équipe de la rajouter durant ce plan d'explosion pour qu'elle saute aux yeux. J'espère que vous raconterez ce détail la prochaine fois que vous montrerez ce film à quelqu'un qui le mérite. Sachez également que ce plan d'explosion sous l'eau, c'est une image qui vient du USS Alabama, et qu'ils ont réutilisé comme ça se fait parfois. Je vous laisse aller la retrouver et comparer, et aussi, là, c'est un perchman, le mec qui prend le son, et qui est dans le cadre comme si de rien n'était. Voilà, c'était la partie anecdote inutile mais amusante. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris que finir Un cri dans l'océan a été une sacrée mission pour les équipes. C'est pour ça que la date de sortie prévue initialement à l'automne 1997 a finalement été repoussée à janvier 98. Ils avaient besoin de temps. Le monteur du film, Bob Duxey, raconte d'ailleurs que le studio a insisté pour qu'ils essayent de faire une version plus grand public que les jeunes ados pourraient aller voir. C'était évidemment impossible puisque rien n'avait été pensé en ce sens,
Un cri dans l'océan est donc sorti avec une interdiction au moins de 17 ans non accompagnée aux États-Unis. Et pour revenir à la date de sortie repoussée, on peut aussi imaginer que ça a arrangé Disney, distributeur du film sur le territoire nord-américain, puisqu'ils étaient impliqués sur un autre film avec de gros monstres prévu pour novembre 97, le génialissime Starship Troopers. Et oui, ça aussi c'est un film lié à Disney puisque coproduit par une de leurs filiales. Mais bon, comme le film de Paul Verhoeven était distribué par le studio Sony, pas sûr que ce soit vraiment une explication, j'avais juste envie de le caser. Tout ça pour dire qu'un cri dans l'océan avec son budget officiel de 45 millions sans compter le budget promo, est sorti en janvier 98 et ça a été un énorme flop. Au box-office domestique, c'est-à-dire le plus important puisque c'est là qu'un studio hollywoodien récupère le plus d'argent, le film a encaissé dans les 11 millions. Dans le reste du monde, il est également passé inaperçu, sachant qu'il a fallu attendre juin 98 pour l'avoir au cinéma en France. Sortir un film au mois de janvier, c'était pas forcément l'idée du siècle. On entend souvent que ce créneau est une espèce de cimetière où les studios ont parfois l'air de jeter leurs films quand ils ont envie de s'en débarrasser, et tiens, j'ai justement un bon exemple qui est encore lié à Disney, Underwater, j'en parlais plus tôt. Le film de monstre avec Kristen Stewart a été lancé chez la Fox, pile poil au moment où Disney a commencé à préparer le rachat de ce studio concurrent. Cette opération énorme a évidemment compliqué les choses, et Underwater a finalement été balancé au cinéma en 2020, en janvier 2020, et ça a été un énorme bide. Pour rester dans le sujet aquatique, j'ai envie de rappeler qu'un cri dans l'océan est sorti au début d'un raz-de-marée titanesque puisqu'il est sorti en janvier 98, quelques semaines après Titanic, qui a monopolisé l'attention et le box-office durant des mois, et qui met lui aussi en scène un riche trouduc qui clame que son bateau plein de gens riches est indestructible, même si là, il est encore plus pourri, puisqu'il veut justement faire couler son propre bateau pour toucher l'assurance et échapper aux banques, parce qu'il dit que ça ne sera jamais rentable à cause des dépenses exorbitantes, on dirait presque un patron de studio hollywoodien. Faut réaliser quand même que Titanic, c'était de la folie furieuse. Quand Un cri dans l'océan est sorti aux États-Unis fin janvier, il a démarré en 7e position, c'était un score minable. Et en première place, il y avait encore Titanic qui en était pourtant à sa 7e semaine. Le seul point de comparaison qui atténue un peu le désastre d'Un cri dans l'océan, c'est un film d'horreur que vous connaissez peut-être, Phantoms, l'amusante giga-daube avec Ben Affleck et Rose McGowan, qui s'est encore plus vautré au même moment, sauf que il avait coûté 3 ou 4 fois moins cher, donc en fait j'ai rien dit. Enfin si, je peux rajouter qu'on a peut-être une petite malédiction sur tous ces films de monstres aquatiques, puisque Mal, Mutant Aquatique en Liberté et Léviathan ont été d'énormes bides en 1989, et Sphère, qui est sorti quelques semaines après Un cri dans l'océan, s'est planté aussi, malgré son gros casting, Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson, ce qui explique son budget 2 fois plus élevé qu'Un cri dans l'océan. Et pour ne rien gâcher, Un cri dans l'océan n'a pas vraiment été apprécié par la critique à sa sortie, puisque les critiques de cinéma sont évidemment de sales rats incapables de prendre le moindre plaisir devant un tel film. Mais heureusement, la nature trouve toujours son chemin et au fil des années, Un cri dans l'océan a eu droit à une seconde vie, notamment grâce au VHS et au vidéoclub. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous ne comprenez pas cette phrase, ça fait toujours du bien de se prendre un coup de pelle de la vie face aux plus jeunes d'entre vous. Petit à petit, Un cri dans l'océan est donc devenu un petit film culte. Et je pense que nous sommes beaucoup à être tombés dessus à la télé et à en garder un grand souvenir. Steven Sommers l'a bien senti puisque dans le commentaire audio, il explique que certes, le film n'a pas vraiment été un succès à l'époque, mais qu'il a acquis depuis une belle base de fans. Faut dire que cette expérience a été très importante pour le réalisateur. Un cri dans l'océan lui a clairement servi de répétition pour son film suivant, sorti seulement 16 mois après, La Momie. Il a commencé à se mettre sur ce projet alors qu'il termine Un cri dans l'océan, et il était déjà sur le tournage en mai 98, donc 4 mois après la sortie d'Un cri dans l'océan. Au-delà de l'enchaînement, les points communs sont plus qu'évidents. Un film d'aventure mais avec quelques images horrifiques, un film d'action mais avec beaucoup de blagues, un héros courageux mais qui ne se prend pas au sérieux, une héroïne maligne mais un peu perchée, et l'acteur Kevin J. O'Connor que Steven Sommers a tellement aimé sur Un cri dans l'océan qu'il l'a repris dans plusieurs films après. Et il a aussi réengagé le compositeur Jerry Goldsmith. Sans Un cri dans l'océan, Sommers n'aurait probablement jamais été engagé pour réaliser La Momie, donc vous pouvez remercier Un cri dans l'océan. Et moi ce que j'aime dans ces séries B en huis clos, c'est le côté maison hantée. On a des bruits bizarres, le sol qui se dérobe sous nos pieds, un ascenseur qui débloque, des couloirs repeints avec du sang et des tripes. Avant le grand final qui n'est clairement pas le point fort du film, on nous laisse imaginer la taille et le fonctionnement de la créature. On est censé comprendre que les tentacules sont dans tous les conduits d'aération, derrière les murs, et peuvent surgir de n'importe où, ce qui donne de grosses libertés pour s'amuser. Et tant pis si on connaît un peu ça par cœur, comme par exemple l'incontournable scène sous l'eau, qui rappelle un peu beaucoup celle d'Alien la Résurrection sortie 2 mois avant. Il y a assez d'humour pour que ça passe, donc oui les personnages sont globalement stupides, mais comme le film ne la joue pas super premier degré, que le héros, sa copine et son pote sont plutôt à côté de la plaque aussi, on rigole avec le film et pas à ses dépens. Ce qui est très différent de Mal, Mutant Aquatique en Liberté, Léviathan ou Underwater par exemple, même si je les aime beaucoup. Dans Un cri dans l'océan, la menace est partout et nulle part à la fois, ce qui permet de vraiment s'amuser avec le décor, les bruitages et l'ambiance. Et à ce titre, je suis obligé de saluer la musique de Jerry Goldsmith, un immense compositeur qui avait signé la BO de Léviathan aussi d'ailleurs, et qui fait parfaitement le job ici.
Prenons un instant enfin pour saluer le talent et le savoir-faire de Stephen Sommers. Entre Un cri dans l'océan, La momie et le retour de la momie et Van Helsing, on a là un vrai bon artisan hollywoodien. Alors c'est peut-être pas ce qu'on appelle un grand cinéaste dans le sens traditionnel, mais je pense que c'est vraiment un réalisateur talentueux. Il sait caster et diriger ses acteurs et actrices, là par exemple Treat Williams et Famke Janssen sont parfaits. Il sait diriger les scènes d'action et de comédie avec un excellent sens du timing. Il sait manier plusieurs sous-intrigues et personnages éparpillés. Il sait s'entourer de très bons techniciens, notamment à la photo, au montage et à la musique. Et on sent qu'il aime vraiment ce qu'il fait et qu'il s'amuse vraiment avec. Que ce soit avec ce monstre à tentacules et la conclusion hyper drôle et cruelle de cette aventure sur l'île, avec La momie et sa suite, ou avec encore Hugh Jackman et Kate Beckinsale contre Dracula et compagnie. Et non, n'insistez pas, je ne parlerai pas de ces films G.I. Joe. Bref, je revois Un cri dans l'océan régulièrement et je prends mon pied à chaque fois, mais pas autant que devant Starship Troopers, et oui, j'en reviens toujours à lui. Mais c'est parce que j'ai fait une vidéo sur ce super film, et elle date tellement qu'on peut compter le nombre de cheveux blancs que j'ai gagné depuis. N'hésitez pas à aller voir parce que je suis prêt à tout pour des clics. Et en attendant que je revienne parler d'un autre petit plaisir, peut-être le Van Helsing de Stephen Sommers, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt. Stop!